Elle a choisi la carrière. Puis elle est revenue pour elle. Comment brûler avec style, démissionner avec élégance et ne rien regretter. Chapitre 1. Je l'ai appris un vendredi. Bien sûr, un vendredi. Toutes les choses importantes se produisent soit lundi matin, soit vendredi soir, quand on n'a ni le temps de réfléchir, ni celui de réagir. Il était 5 heures, et dans notre salle de réunion vitrée, tintèrent des flûtes de champagne, résonnaient des formules appliquées, traversées d'un relief corporate. À côté de moi se tenait Elodia. Nouvelle coupe de cheveux, veste blanche parfaitement taillée. À son poignet, une montre Cartier étincelait, comme une petite provocation. Dès aujourd'hui, Elodia est nommée directrice régionale. Lâcha Gérard, et pour une raison étrange son ton tremblait. Peut-être le champagne, peut-être la conscience qu'il venait de planter une dague entre mes omoplates. Je souris, froidement. Comme en Alsace en hiver, quand on souffle gel dehors et que dedans, il ne reste qu'une seule question. Pourquoi ? On me surnommait l'espoir du département. Je bossais 60 heures par semaine, lançais des équipes dans 3 pays, j'avais refusé une demande en mariage à Prague, je n'avais pas assisté à l'anniversaire de mon père, manqué le ragoût de maman. Et les soirées sous le plaid. La dernière lettre de ma grand-mère, je l'ai découverte en mars, trouvée après sa mort, glissée dans un tiroir, pliée en 4 avec son alliance. Ma chère, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le temps de t'embrasser. Mais sache, je t'ai aimé dès la première minute. Et j'ai toujours compris ton choix. Juste, s'il te plaît, vis non seulement pour le travail, mais aussi pour toi. Et que cet anneau te rappelle, être aimé, ce n'est pas une faiblesse. Je l'ai lu assise sur le carrelage froid de la cuisine, genoux serrés contre la poitrine. Les larmes chaudes tombaient sur le papier, tandis qu'au dehors, le crépuscule parisien s'éteignait lentement. Mais ce vendredi-là, je suis restée debout, lèvres poliment relevées, vers après vers, mot après mot. Gérard m'observait, un regard court, chargé d'une tension sourde, comme on regarde une bombe dont le minuteur vient d'être désactivé. « Camille, tu es irremplaçable », marmonna-t-il plus tard près de la machine à café. « Mais tu comprends, la société mise désormais sur la jeunesse, la flexibilité. » « Bien sûr que je comprends, » dis-je. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti rien, ni colère, ni douleur, rien que le vide, comme un dernier soupir laissé en suspens. Elodia félicitait les collègues. Elle voltait. Ses parfums me revinrent en mémoire. Jasmin comme à l'entrée de la maison de ma grand-mère. Tout tournait autour de moi. Seule Margarita, ma collègue, discrète, perspicace, s'approcha doucement. Tu t'accroches d'un air très français, comme Madame de Sévigné. Je souris. Quelque chose trembla en moi, mais je l'étouffai, comme toujours. En partant, je pris une flûte de champagne. Mon regard glissa une dernière fois sur la salle. Les mêmes murs, les mêmes meubles, les mêmes visages. Mais je n'étais plus moi-même. J'en bus une gorgée. Le champagne me brûla la gorge. Il était amer, comme la trahison. Chapitre 2. 3 ans ou 100. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu dans ces murs plus longtemps que dans mon propre appartement. Mon bureau donnait sur la fenêtre où le soleil couchant taillait l'horizon entre les tours de la Défense. Jour après jour, des tableaux, des appels, des projets. Je vivais pour le travail comme d'autres vivent peut-être pour le vin du vendredi soir. Sauf que ma bouteille, elle, ne se vidait jamais. Je me souviens du début. Un petit open space, 6 personnes à peine. Je croyais en l'idée, en l'équipe, en le rêve. On buvait du mauvais vin dans des gobelets en plastique, on mangeait des pizzas sur leur carton, et on travaillait jusqu'à minuit avec l'étincelle dans les yeux. À cette époque, j'étais avec Laurent. Il aimait les livres, l'opéra et moi. Il disait que j'étais sa Piaf dans un monde numérique. Un jour, il m'a demandé si je voulais l'épouser. Nous étions à Prague. La neige, la lumière des réverbères. Sa main se tend vers la bague, et moi, je ne sens que la peur. « Pardonne-moi, ai-je dit, je ne peux pas m'arrêter. » Il n'a rien demandé. Il s'est simplement retiré. Puis attendu, longtemps, trop longtemps. La même année, je suis tombée enceinte. C'était en décembre. Je l'ai appris le matin, dans le métro, le test coincé entre 2 pages d'un rapport. On travaillait alors avec l'Allemagne, les deadlines s'effondraient, et j'avais l'impression que si je disais « pause », tout s'écroulerait. Je ne l'ai pas dit, je me suis inscrite, j'ai tout fait seule.
Ensuite, je suis allée au bureau, souriante, j'ai perdu connaissance dans les toilettes. Personne ne l'a remarqué. J'ai rafraîchi mon front glacé, remis mes cheveux, et j'ai mené une réunion sur Zoom comme si de rien n'était. Puis sont venus les mois, denses comme une étoffe cousue avec mes nerfs. Je faisais grandir le service. Je gérais les budgets, je taillais dans le superflu. Je formais les nouveaux. On croyait en moi. Ou on m'utilisait. Souvent, c'est la même chose. L'an dernier, ma grand-mère est morte. C'était en juin, au début de la chaleur parisienne. Je n'ai pas eu le temps d'arriver. Je l'appelais, mais elle ne parlait déjà plus. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était en mai. Elle m'a dit « Tu es ma Jeanne d'Arc. Mais ne reviens pas trop tard pour l'amour, mon enfant. » Pour l'enterrement, j'y suis allée seule, chemise blanche, tachée de café dans le train. Je n'ai pas pleuré au cimetière, mais dans la forêt, là où nous ramassions des châtaignes autrefois. Après ça, je me suis refermée. Pas parce que ça faisait mal, j'ai l'habitude de la douleur, mais parce que je ne savais plus à quoi tout cela servait. Papa, ai-je demandé un jour au téléphone « Tu lui manques ?» Il a gardé le silence quelques secondes. Chaque soir, Camille, mais tu... C'est... Quand tu es née, j'ai compris que les femmes de notre famille savent avancer même en pleine tempête. Tu es pareille. Je n'ai rien répondu. J'ai juste écouté. Comme si, à travers la ligne, c'était encore la voix de ma grand-mère. Gérard a remarqué que quelque chose avait changé. Un jour, en réunion, il a lancé « Camille, tu es devenue lourde. Avant, tu volais. » J'ai souri. Les ailes ont un peu brûlé, Gérard. Ça arrive. Ce soir-là, rentrée chez moi, j'ai ressorti la lettre de ma grand-mère. Encore. Le papier était déjà froissé par mes larmes. L'alliance, froide, reposait au creux de ma paume. Je l'ai passée. Juste pour ne pas oublier, moi aussi, j'ai été aimée autrefois. Chapitre 3. On dit que les murs n'ont pas d'oreilles, mais certains murs, surtout en placo, ont une âme très fine et très curieuse. C'est arrivé un mardi. J'avais déjeuné plus tard que d'habitude. Ma tête bourdonnait d'allers-retours interminables, et je rêvais juste de m'asseoir en silence. La cafétéria était presque vide. Dans la salle voisine, une petite salle de réunion séparée par une cloison trop mince, quelqu'un parlait. J'ai reconnu la voix de Gérard. L'autre, celle d'Élodie. J'ai d'abord voulu partir, vraiment. Mais le son de leur voix était poisseux, comme un fruit interdit. J'ai fini par rester, immobile. Mon assiette, intacte. Camille, riait Gérard. Prévisible, fiable, elle n'a pas d'alternative. Elle vit pour son boulot. Avec elle, c'est simple, on savait qu'elle n'exploserait pas. C'est comme une bonne comptabilité. Sèche, discrète, commode. Le verre d'eau dans ma main a tremblé. Mais je n'ai pas bougé. Sous la table, j'ai simplement tourné l'anneau autour de mon doigt. Un tour, deux. Le métal était froid, comme leurs mots. « Tu es sûr de toi ?» poursuivit-il. Diriger un service, ce ne sont pas des slides, ce sont des gens. Camille était pour eux une sorte de figure maternelle. Un peu raide, bien sûr, mais stable. « Je gérerai, » répondit Élodie. Camille est trop old school. Le monde a changé. Les gens ne veulent plus du leadership. Ils veulent du vibe. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fermé les yeux, inspiré lentement, expiré encore plus lentement. Ma tête bourdonnait, mais plus à cause du travail, trop old school, trop prévisible, trop praticine, trop pratique. J'ai pensé à Laurent, à cette nuit où il m'a dit pour la dernière fois « Camille, je ne t'attends plus. S'il te plaît, ne reviens pas, je n'y arrive plus. » Je n'avais pas pleuré. J'avais simplement pris un train. 2 heures plus tard, je présentais un projet. J'ai pensé à ce matin où, après la clinique, je me suis tenue sous la douche, seule, avec la ouate dans les oreilles et la douleur au ventre. J'ai cru que, si je fermais les yeux et faisais un pas, j'allais disparaître. Je n'ai pas disparu. Je suis allée travailler. Trop stable. J'ai pensé à tous ces soirs où je rentrais chez moi pour ouvrir mon ordinateur, pas ma vie. À ces rares jours où ma mère me disait « Camille, tu nous manques. Viens, on mangera ensemble. » Sans parler, juste toi, là. Et je répondais « Bientôt. » Sans jamais venir. Trop fiable. J'ai rouvert les yeux. La pièce n'avait pas changé. Les gens non plus. Le monde, pas du tout. Sauf moi. Je me suis levée. J'ai reposé mon verre. J'ai essuyé l'eau avec une serviette, comme si de rien n'était. Puis je suis allée à mon bureau.
allumé mon ordinateur, me suis assise, et fait semblant de travailler, et les chiffres défilaient. Ma tête, elle, était vide. Sur ma main, l'alliance. Je l'ai fait tourner encore. Pas pour me rassurer, pour ne pas hurler. Chapitre 4. J'ai écrit la lettre un samedi, sans titre, sans formule d'adieu, rien que les faits, posés, nets, presque comptables. Veuillez considérer ce document comme une notification officielle de la rupture de mon contrat de travail à compter du 15 avril. Je vous remercie pour les opportunités de développement professionnel. Sincèrement, Camille Renaud. Je l'ai relu 4 fois. N'ai pas changé une virgule. La lettre était blanche, sans sang, sans larmes, sans reproche, propre, comme une nappe qu'on a débarrassée de tout ce qu'on ne veut plus jamais revoir. Je l'ai envoyée à 08h01, un lundi. Exact. Froide. 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Gérard, bureau. Appel entrant. J'ai fixé l'écran comme on regarde le passeport d'un inconnu. Je n'ai pas répondu, ni à cet appel, ni au suivant, ni au mail intitulé « Urgent » à discuter. Tout avait déjà été dit. Je suis quand même allée au bureau, non pas parce que je le devais, mais parce que je voulais regarder en face l'endroit où j'avais cru, un jour, qu'on pouvait être à la fois honnête et indispensable. Quand je suis entrée, le silence était presque théâtral. Les collègues se lançaient des regards, certains détournaient les yeux. Élodie faisait semblant d'être absorbée par un slide. Margarita fixait sa tasse de café comme si elle y cherchait une explication au monde. Vers midi, Gérard a fini par s'approcher. « Camille, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je l'ai regardé, calmement, presque amicalement. « Ça veut dire que vous aviez raison. Je n'avais vraiment aucune alternative, sauf une. Tu m'en veux ? Non, j'ai simplement arrêté de jouer à un jeu où tout le monde a ses propres règles. Sauf moi. Il m'a observé comme on regarde quelqu'un qu'on ne peut plus contrôler, ni par la manipulation, ni par la fausse bienveillance, ni par un salaire. J'espérais que tu resterais, que tu comprendrais. Ce n'est pas contre toi, c'est le business. Et moi, j'espérais que vous diriez « Dommage, tu comptais ». Mais nous n'avons eu ni l'un ni l'autre ce que nous voulions. J'ai souri, un vrai sourire, fatigué comme après un très long voyage. Merci pour l'expérience, ai-je ajouté. Elle me servira. Je me suis retournée et j'ai marché vers l'ascenseur. À ce moment-là, l'anneau à mon doigt a glissé juste un peu. Je l'ai rattrapé du pouce et je l'ai fait tourner lentement. Un tour. C'était tout. Chapitre 5. Je ne me souviens presque pas de ma première semaine dans la nouvelle boîte. Tout ressemblait à ce qu'on ressent après un incendie. La tête pleine de fumée, l'odeur de meubles qui ne sont pas les tiens, des visages qui sourient trop longtemps. J'étais la nouvelle, à nouveau. C'était étrange. Après 10 ans au même endroit, repartir de zéro. Mais l'étrangeté avait quelque chose de libérateur. Comme un bain glacé en plein été, ça pique d'abord, puis on se sent vivante. L'entreprise était différente. Sans vernis, sans prétention. Ici, on ne cherchait pas à impressionner. On travaillait, point. Et, fait rare, on m'écoutait. Dès le premier jour. Pas comme une femme, pas comme une menace, mais comme une experte. J'ai proposé de repenser un des processus dans le service commercial. Une semaine plus tard, le manager m'a dit « Ça nous a sauvé le contrat. Pourquoi tu n'es pas arrivé plus tôt ?» J'ai souri, silencieusement. Parce qu'expliquer le passé, c'est comme vouloir réparer une horloge arrêtée depuis trop longtemps. La deuxième semaine, j'ai revu Laurent. Il était devant la vitrine d'une librairie dans un petit magasin de Montmartre. Il faisait déjà nuit. J'étais entrée pour m'abriter en attendant un rendez-vous client. Il s'est retourné, m'a vu, et n'a pas eu l'air surpris. Comme si on ne s'était jamais quitté. Comme si le temps n'avait été qu'un long silence entre nos dialogues. « Camille », a-t-il dit simplement, avec la même voix, un peu plus douce. « Laurent ». Il avait un peu vieilli, mais resté beau. Assuré, mais doux. Ses rides au coin des yeux et une alliance à la main. « Comment tu vas ?»« Je vis, je travaille, j'essaye de dormir. » Il a souri. Toujours la même, juste plus lente et plus chaleureuse. Nous sommes sortis, à pied, sans but. Il parlait de son nouveau projet. Il bosse dans une start-up, domaine de l'éducation. Sa femme est une ancienne collègue. Ils ont une petite fille, 4 ans. Elle s'appelle Anna, a-t-il dit.
Elle sent la vanille et dit papa une centaine de fois par jour. Je l'ai écoutée, sans jalousie, sans regret, juste un serrement au cœur, comme une vieille mélodie qu'on connaît, mais qu'on ne chante plus. Je t'ai aimé, a-t-il lâché soudain. Longtemps, plus longtemps que ça ne valait. Je sais, ai-je répondu. Merci. Je pensais que tu reviendrais. Puis j'ai compris que tu n'étais jamais parti. Tu marchais, toujours en avant, même loin de nous. Nous nous sommes assis sur un banc, en silence. Le soir était doux, comme de la laine. Mes doigts gelaient et je me suis mise à faire tourner la bague sur mon doigt. Il a vu. Ça te gêne? C'est un souvenir, ai-je dit. Pas de moi, d'elle. Il a hoché la tête, il avait compris, sans rien demander. Si on se retrouvait aujourd'hui, commença-t-il. On ne serait pas restés, l'ai-je interrompu. Parce qu'on n'est plus les mêmes. Il a souri, chaleureusement, tristement, comme un vieil ami qu'on n'est plus obligé de forcer à sourire. Prends soin de toi, Camille. Toi aussi. Nous nous sommes embrassés, sans promesses, sans paroles vides, comme on s'appelle. Juste mémoire. Et un silence lumineux. Chapitre 6. Parfois, la vengeance arrive sous la forme d'une newsletter, ou disons d'un titre. Le groupe Morel perd ses clients clés dans le segment B2B. J'ai vu la nouvelle en sirotant mon café du matin, en parcourant mes emails. Rien de spectaculaire, juste des chiffres, une chute de part de marché, des commentaires d'analystes. Mais entre les lignes, le silence, celui où le capitaine sombre accroché à sa lunette comme à une bouée. Plus tard, c'est Margaret qui a appelé. Sa voix était douce, tendue, comme des cordes anciennes. Tout s'écroule ici. Élodie ne gère plus. Gérard fait comme si tout allait, mais même le marketing commence à chercher ailleurs. Toi, tu n'aurais pas, par hasard, une place libre? Je me suis souvenue de tous ces cafés qu'elle m'apportait quand je restais au bureau après 10 heures. De la fois où elle a refermé la fenêtre derrière moi, j'étais tombée malade. De ces instants où elle est juste restée debout, là, quand j'avais l'impression que le monde se fissurait. Oui, dis-je, on a une ouverture. Coordinatrice senior de projet. C'est pour toi. Silence au bout du fil. Ensuite, merci, mais tu sais, je ne suis pas ton amie, je suis juste. Tu es quelqu'un en qui j'ai confiance. Ça suffit. Elle respira un instant. On entendait l'air, comme si une fenêtre s'ouvrait ou un tram passait dehors. Alors maintenant, c'est toi qui sauves, dit-elle, avec un rire amer voilé par la fatigue. Je n'aurais jamais cru vivre ça, ai-je répondu en sourire. Et pourtant, regarde, nous avons convenu de nous voir le lendemain. Je lui ai envoyé CV, formulaire, contact, pas pour un dossier, pour qu'au moins une personne respire encore. Ce soir-là, je suis rentrée. J'ai ouvert la porte de mon appartement. Et il m'a d'abord regardée avec des yeux verts, attentifs, un peu reprochants. Je l'ai appelé Hugo. Je l'ai trouvé sous un banc près du métro, tremblant. Il ne miaulait pas. Il me regardait, comme un vieil homme de 3 guerres. Depuis, chaque soir, il m'attend, sans drame, sans exagération. Il s'assoit, simplement, comme un fait, comme la confirmation que je suis revenue. Je l'ai caressé entre les oreilles. Il a soufflé puis sauté sur le rebord de la fenêtre, comme pour dire « Bien que tu sois là, je n'en ai pas besoin, mais c'est bon que tu sois là. » Ces soirées-là, je sentais « Quelqu'un m'attend, que je n'ai pas disparu dans le vide. » Une semaine plus tard, une ancienne collègue m'a écrit. Puis une autre, j'ai transmis contacts, recommandations. Sans vantardise, sans « vous voyez ». Juste comme ça. Pendant ce temps, Gérard est apparu en live sur LinkedIn pour rassurer les investisseurs. Les commentaires sous la vidéo ont été coupés. Les actions aussi. Le groupe Morel coulait et moi, je ne coulais pas. Il m'est même arrivé d'éprouver de la pitié pour eux, mais ce sentiment est parti, vite, comme une pluie sur Montmartre. Brutale, soudaine, et déjà derrière soi. J'ai versé un verre de vin. Me suis affalée sur le canapé. Hugo s'est couché à côté, sans contact. Juste là. Et c'était suffisant. Chapitre 7. Le téléphone a sonné alors que je choisissais ma robe. J'ai toujours détesté les soirées d'entreprise, surtout dans ces vieux manoirs à moulures, avec du champagne servi dans des coupes à 100 €. Mais on m'avait invitée. Et je ne pouvais pas ne pas y aller. Pas par vengeance. Par respect.
pour moi-même. Sur l'écran, papa. Camille, salut ma fille. Sa voix était chaude, un peu fatiguée. Dès qu'il a parlé, j'ai senti qu'il avait longtemps rassemblé son courage. Nous n'avions jamais eu de dispute, juste des silences trop longs. Comment ça va a-t-il demandé. Je ne t'embête pas, juste, tu es bien? Ça va, papa. Je travaille, je vis. Parfois, je souris même. Il a ri doucement. Ce vrai rire paternel. Celui qu'on entendait autrefois autour de la table quand maman amenait une Charlotte, et où tout le monde feignait une dispute pour le dernier morceau. Tu sais quoi? Ta sœur a gagné le concours de littérature du lycée. Elle a écrit une nouvelle sur toi, en fait. Sauf qu'elle t'a imaginé astronaute, une fille brillante. Elle a appelé le personnage Comète K, a-t-il souri. Elle n'est pas une étoile. Elle est une comète, trop vive pour rester. Mais tout le monde s'en souvient. J'ai souri. Ma gorge s'est serrée une seconde. Tant d'années manquées. Pour l'anniversaire de maman, c'est le 24. Un samedi. Simplement la famille, pas de fête. Toi, tu crois que tu pourrais venir? Il ne pressait pas. Il savait comment je réagissais à toute forme de pression. Il a simplement laissé la porte entr'ouverte. J'essaierai, ai-je répondu. C'est tout ce qu'on te demande. Essaie, il a ajouté après un silence. Si jamais tu as besoin, pas d'un plan, juste pour te rappeler que t'as une famille. Merci papa. On a raccroché, simplement, sans emphase. J'ai choisi une robe noire, sobre, sans décolleté, sans drame, parfaitement à ma taille. À l'entrée de l'hôtel, lumière vive. Des gens s'embrassaient, s'apercevaient après des mois, riaient et claquaient en des mains. Flash, applaudissements, éclats. Gérard est venu m'accueillir lui-même, comme si de rien n'était, avec le même sourire, plus faux d'un demi-ton que d'habitude. Camille, on est heureux de te voir, vraiment. Je vois ça, ai-je répondu, sans préciser s'il parlait de moi ou de sa conscience. Au milieu de la soirée, la cérémonie a commencé. Gérard est monté sur scène. Sous les projecteurs, il paraissait presque transparent. Notre prochain prix, pour leadership exceptionnel et contribution au développement de l'entreprise, même au-delà de ses murs, a-t-il dit en cherchant mon regard, est attribué à Camille Renaud. Des applaudissements, certains sincères, d'autres surpris, ou par peur. Je me suis levée, lentement, pas comme une star, comme une femme qui a marché pieds nus sur la glace, sans tomber. Je n'ai pas souri largement, juste hoché la tête. Le micro était chaud, plein de mots d'autrui. Merci, c'est inattendu, mais pas inutile. J'ai balayé la salle des yeux. J'y ai vu beaucoup de visages. J'y ai vu moi-même, celle qui autrefois craignait de faire le moindre pas. Mais aujourd'hui, c'était différent. Chapitre 8. Le micro tremblait un peu dans ma main. Pas de peur, du silence. La salle s'était figée comme avant l'orage. J'ai balayé des yeux les rangées de visages. Visages connus, anciens, étrangers. Et lui, Gérard. Il affichait un air détendu, mais ses doigts serraient son verre jusqu'à blanchir les jointures. Merci pour ce prix, ai-je commencé. Non pas parce que je l'attendais, mais parce qu'aujourd'hui je sais, je n'ai plus besoin d'attendre, ni reconnaissance, ni autorisation. J'ai laissé le silence tomber, doux, pas théâtral, humain. Ici, dans ces murs, j'ai laissé beaucoup de choses, du temps, des forces, des décisions qui m'ont coûté plus qu'un salaire. Et le silence? Oui, j'ai longtemps gardé le silence. Quelqu'un toussa dans l'assistance, quelqu'un détourna les yeux. On m'appelait la fiable. Ça voulait dire pratique, prévisible. D'accord, je livrais des résultats, je couvrais des erreurs, je tenais le dos, même pour ceux qui m'ont planté un couteau ensuite. Pause. Mais maintenant je veux dire, à haute voix, ce que je n'avais jamais dit jusque-là. J'ai regardé Gérard droit dans les yeux. Une femme qui travaille jusqu'à l'épuisement n'a pas à être reconnaissante pour des miettes. Elle n'a pas à justifier ses émotions, excuser ses ambitions ou choisir entre cœur et planning. J'ai respiré. La salle s'est faite plus silencieuse encore. Je ne suis pas en colère. Je n'ai pas la vengeance. Je pars, simplement. La tête haute, parce que j'ai appris à me respecter, à ne plus avoir peur, à ne plus attendre qu'on me remarque, à agir pour moi et pour les autres.
J'ai croisé le regard de Margarita. Elle a hoché la tête. Ses yeux brillaient. Ça m'a suffi. Et enfin, je crois que la vraie force, ce n'est pas d'écraser les autres. C'est de relever ce qu'on a à côté. Le leadership, ce n'est pas une scène. C'est un choix, chaque jour. Être humain. Les applaudissements n'ont pas été longs, mais ils ont été vrais. Quand je suis descendue de scène, Gérard s'est approché. Sa voix, plus basse qu'à l'habitude. « Camille, si un jour tu voulais revenir, il y aura une place pour toi. » Je l'ai regardé, sans colère, avec clarté. Je suis déjà revenue, à moi. Je me suis retournée et je suis partie, sans hâte, sans me retourner. À la sortie, un collègue m'attendait. On s'est simplement échangé un sourire. Rien de romantique, juste le geste de deux personnes qui savent ce que coûte la liberté. J'ai senti l'anneau à mon doigt glisser. Je l'ai tourné, une fois, et pour la première fois depuis longtemps, pas par douleur. Chapitre 9. Je suis sortie de la salle et j'ai senti que l'air avait changé. Pas l'air solennel d'un banquet ou d'un discours, un air libre. Derrière moi, les projecteurs, les flashs, les sourires forcés. Devant, la nuit, la ville, des rues où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Je marchais avec un collègue, sans un mot. À quoi bon parler? Tout avait déjà été dit. « On va boire un verre ?» a-t-il proposé. J'ai secoué la tête. Non, pas ce soir. Il a hoché, il a compris. On s'est fait une accolade amicale, sans mots doux, sans sous-entendu. Et je suis partie, seule. Mais je n'étais pas seule. Dehors, il faisait frais. J'ai enlevé mes chaussures. Marcher un peu pieds nus. Drôle comme cette minuscule chose peut devenir un geste de liberté. J'avançais doucement, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais nulle part où courir. Dans le taxi, je regardais la ville à travers la vitre. Paris se reflétait comme une vieille photo. Façades, ponts, enseignes de pharmacie, lueurs bleutées des boulangeries de nuit, cafés d'où partaient à des soirées. Tout paraissait lointain mais familier. Je me suis surprise à penser. Combien de femmes rentrent ce soir chez elles? Les mains vides, la tête pleine, trop fatiguées pour pleurer, trop fortes pour supplier. J'ai 38 ans. J'ai fait carrière. On me connaissait, on me respectait. Mais sur mes épaules pesait tout. Pas seulement les rapports et les KPI, mais des choix quotidiens. Être responsable, polie, souriante, belle, productive, indépendante, silencieuse, convenable. Toujours le dos droit, le sourire aux lèvres, même quand en dedans c'est tempête. On m'avait appris. Tu peux tout faire. Mais personne ne m'avait dit pas tout en même temps. Personne ne m'avait prévenu. Le succès, ce n'est pas un sommet. C'est un compromis. Parfois, un sacrifice. Les hommes n'ont pas à choisir entre famille et bureau, entre jouer avec leurs enfants ou rejoindre un investisseur. On leur dit « Bravo de bosser. À nous. Tu es sûr que tu vas y arriver ?» Je me suis souvenu de moi, dans le métro avec un test de grossesse, la tête qui tournait au bureau après examen, le sourire à une réunion après des nuits blanches, la bague serrée dans le poing quand personne ne regardait. J'ai pensé à Laurent, à son silence quand il a compris que je ne reviendrais pas, à son visage sur ce banc, quand il a dit qu'il me laissait partir. J'ai cru que j'avais gagné. En fait, j'avais perdu. Je me suis souvenu de la lettre de ma grand-mère, de ces mots qui luisaient même dans l'obscurité, et de la bague, petite, chaude, éternelle. Elle était toujours là, pas comme souvenir de la douleur, mais comme encre, comme chaleur. Et soudain c'est devenu clair. La vraie vengeance, ce n'est pas prouver, c'est se libérer. Quitter le jeu, ne plus jouer. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter devant une petite boutique d'un vieux quartier. Des étagères en bois, une lumière douce, l'odeur de savon à la lavande, comme un coin suspendu entre l'été et l'enfance. Je suis restée longtemps parmi les vitrines. Confitures en pot, bougies au miel et jasmin, plaids tricotés, tasses peintes à la main portant l'inscription « Ma famille, ma maison ». J'ai choisi 2 cadeaux, des bougies maison dans des verres, pour maman. Elle sentait que la pomme cuite et la cannelle. Et un petit plaid en laine, brodé de fleurs, vert forêt, pour papa, à poser sur les genoux dans un vieux fauteuil, comme il aimait quand on lisait. Pour ma sœur, un carnet, petit, à élastique, couverture textile brodée d'une comète. Sur la première page, au crayon, « Écris comme tu veux, rêve comme tu sais. Je suis là. »
À la caisse, j'ai vu une petite figurine, un cheval en bois sur roulette, un peu bancal, comme s'il souriait en coin. Je l'ai prise aussi, je ne savais pas à qui l'offrir. Je voulais simplement qu'il voyage avec moi. Dans le wagon du train, je regardais le paysage défiler. Les arbres passaient comme des plans d'un vieux film. La boîte reposait sur mes genoux, et dans mes doigts, la bague. Cette fois, je la tournais non par douleur, mais par gratitude. Pour le chemin. Pour moi. Le train avançait doucement. Chaque station ne me rapprochait pas seulement d'un lieu, mais de personnes, de voix, du parfum de la Charlotte, du rire de ma sœur, des chaussons de maman près de la porte, de la vieille chemise de mon père, imprégnée de tabac et de café. Sur le perron, ma sœur était là, en pyjama à lapin, un livre sur les genoux. « Tu es rentrée ?» demanda-t-elle sans relever les yeux. « Tu crois que c'est moi ?» répondis-je. « Non, la comète ne revient pas. Mais une comète, c'est parfois s'asseoir sur un banc. » Je ris, doucement, avec soulagement. Quand je suis rentrée, maman a ouvert la porte. Dans ses yeux, ni reproche, ni surprise, juste de la chaleur. « Tu es rentrée ?» a-t-elle dit. « Je suis à la maison », ai-je répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Chapitre 10. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, merci. Je ne sais pas quel travail tu fais, où tu vis, quel âge tu as, en quoi tu crois. Mais si tu écoutes, c'est que, d'une façon ou d'une autre, nous sommes un peu pochoges. Peut-être es-tu plus jeune. Ou comme moi, tu ne dis jamais ton âge. Peut-être que tu démarrais tout juste, ou que tu es déjà tombé, relevé, redémarré. Peut-être que tu gères des projets, ou des couches, ou que tu cherches ta place dans une nouvelle ville, ou en toi-même. Peu importe. Cette lettre, elle est pour toi. Je te parle comme je n'ai jamais parlé à ma sœur cadette. Comme si tu étais là, à côté de moi, pieds, nus, une tasse de thé chaude en main. Non pas pour des conseils, mais pour la vérité. Je veux te dire, tu as le droit de ne pas y arriver, d'être fatigué, de douter, d'espérer plus, et en même temps de vouloir simplement exister. Tu as le droit d'erreur, de revenir, de changer d'avis, de partir, de te pardonner, de recommencer. Ne laisse personne te convaincre que tu dois être forte tout le temps, ou douce tout le temps, ou juste, correcte. Tu n'es pas une image de présentation. Tu es vivante, complexe, contradictoire, vraie. J'ai cru longtemps que si j'étais sage, travailleuse, docile, on finirait par me voir, m'apprécier, m'aimer. Mais être bien ne suffit pas. Il faut être soi, même si c'est inconfortable, même si ça coûte l'approbation. Pour garder ta dignité, tu n'es pas obligé d'être une héroïne. Mais si un jour tu veux l'être, fais-le pour toi. Pas pour prouver, pour choisir. Choisir toi. Je ne veux pas que tu reproduises mes erreurs. Pas que tu restes seul un soir dans un bureau après une visite à la clinique. Pas que tu pleures dans ta cuisine en tenant une lettre trop tardive. Je ne veux pas que tu penses que le succès vaut qu'on se perde soi-même. Il n'en vaut pas la peine. Mais je ne veux pas non plus que tu crains de rêver, d'agir, de bâtir, de te battre. Tu as le droit à ta place, à ta vérité, à ta vitesse. Et si un jour ça deviendra trop lourd, s'il te plaît, parle, écris, partage. Nous avons trop longtemps gardé le silence. Il est temps d'apprendre à s'écouter, à dire « Moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'étais perdu », et que celui qui lit comprenne. Tu n'es pas seul, il n'est pas seul, nous ne sommes pas seuls, et c'est déjà une victoire. Prends soin de toi, avec amour. Camille.